Nous avons un invité prestigieux ce soir, Pierre Nanterme, CEO et chairman d'Accenture. Alors, je vais faire quand même quelques mots de présentation. D'abord, petit 1, vous m'avez dit, et je le répète parce qu'on aura une session de questions-réponses à l'issue de cet entretien, on va appeler ça comme ça. Pierre Nanterme n'est pas un spécialiste de la cybersécurité. Il n'a jamais été RSSI, il ne va pas rentrer dans les détails techniques, donc ça que je tiens à le préciser si vous avez des questions à la fin. Et moi-même, les questions que j'aurai seront plus sur un aspect stratégie, politique, transformation digitale de l'entreprise. Donc ne vous attendez pas à des questions hyper techniques. On ne va pas parler de SIEM, de SOC, de Threat Intelligence, etc. Tous ces mots que vous connaissez par cœur. Alors quelques mots sur Pierre Nanterme et puis après je vous passe la parole. Vous êtes diplômé de l'ESSEC. Vous êtes entré chez Arthur Andersen. Alors pour ceux qui s'en souviennent, donc c'était à l'époque. Assez vieux pour s'en souvenir. On est quelques-uns dans la salle. En 1983. Vous avez été chasseur alpin. Alors oui. moi, ça m'épate toujours, les chasseurs alpins, parce que je trouve ça... Ah, ça fait rêver, oui. Le béret, surtout. C'est l'uniforme, ça. C'est le béret. Oui. Le béret, oui. Oui. Vous êtes devenu CEO en 2011, chairman en 2013. Et alors, quelques mots sur Accenture. Accenture, c'est 435 000 collaborateurs. Enfin, c'est ce que j'ai vu, le dernier recensement sur votre site. 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2017. Oui. 36. Donc, une très, très grosse entreprise. Dirigée par un Français, qui a été d'ailleurs mis en avant par la Harvard Business Review comme l'un des patrons les plus influents au monde. Ils ne sont pas très nombreux, les Français, dans ce classement, donc on est encore plus fiers. Un Français qui est... vous vivez en France ? Oui. Et alors, ma première question, puis je vais vous laisser la parole, c'est comment... Pourquoi Oui, alors pourquoi... Pourquoi un Français à la tête d'un groupe international ? Non, c'est peut-être pas de cette façon-là que je vais le formuler. C'est... Justement, comment, en étant français, on parvient à la tête d'un groupe international, sachant que vous n'êtes pas très très nombreux justement, et surtout on peut diriger aussi cette entreprise de France. Voilà, alors je suis ravi d'abord de votre invitation, c'est un plaisir, bien sûr, les mots d'introduction étaient largement exagérés, mais je les apprécie quand même. Oui, alors... Je pense que pour devenir dirigeant de n'importe quelle entreprise, c'est toujours à peu près pareil. Alors dans mon cas de figure, vous avez mentionné 1983, ça a été d'abord énormément de loyauté à l'entreprise. Et aujourd'hui, on sait quand même que 80% des dirigeants viennent de l'entreprise. C'est une écrasante minorité qui viennent de l'extérieur de l'entreprise comme étant les sauveurs. Et souvent, quand ils viennent de l'extérieur de l'entreprise, c'est qu'il y a un phénomène important de rupture qui ne peut pas être abordé par les insiders. Bon, le deuxième, c'est le travail, mais ça, c'est un lieu commun. Le troisième, c'est bien évidemment des résultats. On est dans une entreprise où uniquement la méritocratie fonctionne. Je pense que c'est une des valeurs très fortes aujourd'hui d'Accenture. C'est-à-dire en France, et comme vous l'avez fait gentiment, vous démarrez par le diplôme. Chez Accenture, on démarrera par votre résultat. Donc on aurait dit non pas diplômé de l'ESSEC, mais à délivrer 15,5% d'operating income sur ces 3 dernières années et à créer 70 milliards de market cap en 5 ans. Entre avoir créé 70 milliards de market cap en 5 ans et être diplômé de l'ESSEC, je pense que mon conseil d'administration est plus content des 70 milliards. J'aurais pu être diplômé de Pau. Je pense que ça ne faisait pas une grosse différence à leur sujet. Donc, on a une entreprise où uniquement le mérite compte, et ça me va très bien. Alors, le quatrième élément que je mettrais en avant, parce que là, il est un petit peu différent, c'est la versatilité. Moi, j'ai eu les chances, je suis passé partner en 93, donc après 10 ans, et j'ai fait à peu près tous les types de jobs chez Accenture. Donc, j'ai en effet gérer des PNL, donc ça, c'est important. J'ai eu des responsabilités dans des fonctions transversales. J'ai géré le conseil en stratégie chez nous. Donc là, c'était plus les talents, le recrutement. On m'a confié l'industrie
de l'assurance mondiale. J'ai fait des acquisitions. J'ai regardé comment on bâtissait des solutions. Je suis rentré au comité de direction monde comme Chief Leadership Officer. Car là, je m'occupais du succession planning, de la gestion des cadres dirigeants, de l'inclusion et de la diversité et du corporate citizenship. Donc, de nouveau, des sujets, quand vous gérez un PNL qui ne sont pas forcément ceux que vous avez en tête en premier, si vous voulez diriger une entreprise aujourd'hui, vous êtes obligé de passer par là. Oui, et voire même, ce sont les plus importants. Quel dirigeant ne peut pas mettre en... Qu'est-ce qui est le plus important pour son dirigeant? C'est les plans de succession de ses dirigeants. Donc moi, j'en suis directement 500. Dirigeants pour voir si... L'inclusion et la diversité, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un élément absolument essentiel aujourd'hui dans tous les groupes. La responsabilité sociale, environnementale également, et la stratégie de capital humain. Je pense que si on disait c'est quoi le problème numéro 1 dans nos métiers, quels qu'ils soient, à mon avis, en numéro 1, très vite, on arriverait sur « je ne trouve pas les talents ». Je crois que c'est partagé par tout le monde ici. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord. Non, mais il y a une rareté de talents. Je ne les trouve pas et pourtant on a des opportunités, etc. Donc cette versatilité m'a amené au comité exécutif monde. Il y avait un certain nombre de candidats. Et puis là, il faut souvent que vous ayez votre fait d'armes. Voilà, c'est comme dans les chasseurs alpins, si vous voulez. Moi, c'était le massif des écrins en plein hiver. Ah oui. Moi, je l'ai fait en été, déjà, c'est dur. La montée de l'Isoard en pot de phoque. Vous voyez, des trucs comme ça. Voilà. Et alors, c'était quoi votre montée de l'Isoard? Alors, moi, ma montée de l'Isoard chez Accenture. Chez Accenture a été en 2006. On m'a confié la réorganisation totale d'Accenture. Donc, on était déjà, bon, je sais pas, peut-être 200 000. Donc, on était un peu moins gros qu'aujourd'hui, peut-être la moitié. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est complètement réorganisé par industrie, par métier et par géographie. Car avant, on avait 5 Accentures. Les services financiers, voilà, on avait 5 baronnies. Enfin, là, je suis sûr que les mots vont parler à beaucoup dans cette salle, qui ne se parlaient pas, qui ne coopéraient pas d'économie d'échelle, etc., etc., enfin du classique. Et donc j'ai mené en 1 an cette transformation. Elle a été réussie, elle a permis la croissance. J'ai été nommé, le timing fait tout, hein, patron des services financiers le jour où Lehman Brothers a fait faillite. Il y a des moments, il faut avoir du bol, si vous voulez. Donc là, soit vous vous crachez et votre carrière prend fin rapidement, soit vous arrivez à sortir des résultats que personne ne sort. Ça a été un effet d'aubaine, si je comprends bien. Et j'ai eu l'aubaine, mais j'avais une bonne équipe avec moi, d'avoir les services financiers qui se sont mis à performer dans cette période de crise. Donc, quand le moment est venu, tout ça... En fait, moi, je n'ai jamais imaginé que j'allais être le chairman et CEO d'Accenture. La France, c'est 3% du chiffre d'affaires. Donc, trouver un Frenchie qui a démarré au bureau de Lyon, on était 15, pour lui confier les clés, quand même, tout ça, même, vous pouvez vous poser des questions sur l'intégrité mentale des décideurs. Donc, tous nos investisseurs étaient américains, ils le sont toujours, d'ailleurs. Donc bon, vous voyez... et en plus, la France n'a pas une très forte réputation dans la gestion capitaliste et de la création de valeur. Sauf moi. Justement, est-ce que vous avez rencontré des obstacles dans ce parcours ces 10 dernières années avant d'arriver sur le poste que vous occupez aujourd'hui, donc depuis 2013? En fait, pas vraiment, parce que moi, la philosophie... En tant que Frenchie, par exemple? Non, justement, ce que j'essaye, c'est de ne pas l'être. Enfin, de ne pas l'être. Je pense que je le suis, hein, ça se voit assez. Mais tout en gardant, je pense, des compétences fortes. On sait que les Français sont forts pour des choses extrêmement particulières. C'est-à-dire on a une capacité de structurer dans les environnements complexes qui est unique au monde. Et qui vient... voilà, nous, vous avez 2 ans, vous êtes au jardin d'enfants, on vous demande de mettre les boules rouges d'un côté et les bleus de l'autre. Voilà, on est les seuls à faire ça. Donc, voilà, vous mettez ça. Et si vous avez des oranges, dire, tiens, je vais mettre les oranges ensemble. La structuration des environnements complexes. La réorganisation était purement ça. Était de prendre des problèmes et d'arriver à les classer, voilà, le fameux 1, 2, 3, de mettre les bonnes actions, etc. D'être à l'aise avec l'incertitude et l'ambiguïté. Enfin, il y a des choses, on sait qu'on les a.
Alors parfois, elle ne se révèle pas, si vous voulez, de français partout dans le monde. Si vous voulez, de français partout dans le monde, le problème, c'est que tout le monde n'est pas français. Voilà. Donc, il faut être... Vous avez des codes aux États-Unis qu'il faut connaître. Vous avez des codes au Japon, et ce n'est pas les mêmes qu'il faut connaître. Vous avez des codes en Chine qu'il faut connaître. Donc, il faut s'appuyer sur ces atouts. Mais en effet, j'utilise les codes américains dans la manière dont je m'exprime auprès des collaborateurs, auprès des clients. Quand je vais au Japon, ça va être différent. Donc, je pense que les Français, il y en a beaucoup, hein, qui Hubert Joly, je peux en citer beaucoup, qui réussissent à l'étranger, ont gardé ce fonds de compétences qui, quand même, fait toujours... surprend à l'étranger, un peu comme le magicien qui sort un lapin du chapeau. Beaucoup de Français dirigent des départements de R&D aux États-Unis. Vous allez chez Microsoft, vous allez voir un nombre de Français absolument incroyable. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est absolument phagocytée par des Français partout dans le monde. Voilà. Donc, il ne faut pas être trop français sans perdre ses qualités. Alors, j'ai une petite question que je pourrais vous poser à la fin, mais j'en profite pour vous la poser maintenant, avant qu'on rentre un petit peu plus sur le sujet de la cybersécurité. Quand on voit quand même les qualités des Français, vous avez rappelé qu'il y en a beaucoup dans les laboratoires d'intelligence artificielle, beaucoup de Français qui réussissent à l'étranger. Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir davantage de grandes entreprises françaises qui est, on dit toujours, il faut qu'on crée le Microsoft français, il faut qu'on crée le Google français. On a des belles entreprises en France, mais on n'arrive pas à aller à l'étape d'après. Mais, enfin, si on voit les choses comme ça, on n'y arrivera jamais. Il n'y aura pas de Google français, il n'y aura pas de Microsoft français. Les États-Unis, c'est 25% de l'économie mondiale. Dans un marché unique et intégré. C'est 500 millions ou 450 millions d'habitants. La France, c'est 70, c'est 3% de l'économie mondiale. Donc il faut être européen. Ben, il faut créer des grands groupes. Il n'y a pas d'autre issue. Je ne parlerai même pas de la Chine, où là, vous prenez ça et vous raisonnez en milliards d'habitants, au moins 1 milliard d'habitants, etc. Si je prends un exemple, aux États-Unis, vous avez quoi? Allez, 4 grands groupes de télécoms. En Europe, vous avez 28 pays, vous en avez plus de 100. Et on a créé une Europe. Bon, alors c'est vrai que là, on dérive de la cybersécurité, mais je suis content que vous me posiez cette question. On a créé une Europe qui a mis, dans une espèce de raisonnement qui, pour moi, est totalement impossible à comprendre, et je suis hyper pro-européen, qui a mis la concurrence à l'intérieur de l'Europe. Donc, on ne peut pas créer des grands groupes. Regardez, en France, on avait 3 licences, il en faut une 4e. Enfin, une licence télécom. Parce qu'il n'y a pas assez de concurrence en France. Il n'y a pas assez de concurrence en France. Il y a 100 entreprises de télécom. Et vous ne pouvez pas fusionner facilement entre pays. Donc, est-ce qu'on peut créer des géants mondiaux en France? Non, on peut créer des géants régionaux, et on en a d'ailleurs. On a quelques géants mondiaux, mais je dirais, ils sont développés d'une manière assez différente. Je pense que Sodexo, par exemple, est un géant mondial parce qu'il a su prendre un marché qui n'avait pas vraiment été pris ailleurs. Dans la gestion de l'eau, on a des géants mondiaux. Dans la banque, on est plutôt régional. Dans l'assurance, on est plutôt régional aussi. Voilà, on a des grands acteurs régionaux parce qu'on ne peut pas, à l'échelle de la France, créer. Voilà. Donc il faut revoir cette politique de la concurrence européenne et ça nous fait une très bonne direction. On n'aura pas de géant de la sécurité, pareil, si on n'a pas une démarche européenne pour aller se battre contre ces géants qui sont pour beaucoup anglo-saxons ou chinois. En particulier. Donc la réponse est impossible. Elle est claire, c'est impossible. Et comme le disait Audiard, quand les hommes de 120 kilos parlent, ceux de 60 se taisent. Bon, ben voilà. Très bien, merci. Alors ça va nous faire la transition justement sur la... Je ne sais pas ce que Audiard vient faire vraiment là-dedans. Non, mais j'adore Audiard, mais je pense que tout le monde partage. Donc si on parle plus précisément du sujet de la cybersécurité qui intéresse... Notre auditoire aujourd'hui, mais ce que vous avez dit, je suis sûre, les a intéressés aussi. La cybersécurité, bon, ça fait
fait la une des journaux, hein, on le voit de plus en plus. Il y a eu des grosses attaques qui ont quand même, je crois, peut-être fait même la une du journal de TF1. Oui. Ça a été perçu par le rapport du World Economic Forum, le cyberrisque, comme l'un des risques majeurs pour les entreprises. Donc ça, vous en êtes, bien sûr, vous êtes au cœur de cette problématique aujourd'hui chez Accenture, et notamment, on le voit aussi à travers le développement de votre activité de cyber-risque et l'acquisition de certaines entreprises. Comment s'est appréhendé ce sujet auprès de vos clients, chez Accenture aussi? Comment la cybersécurité est-elle devenue un sujet vraiment prégnant? Alors, depuis ces, mettons, 3 dernières années, ou moins de 5, la cybersécurité est montée dans le top 3 des risques principaux perçus par les boards. Alors que ce n'était pas du tout le cas avant. Les risques étaient... je ne suis même pas sûr, peut-être qu'on les aurait retrouvés 8e. Et il y a 15 ans, vraisemblablement, on n'en aurait pas parlé, hormis dans certaines industries. Je pense à la banque, ou évidemment, ou à l'assurance, où là, les éléments de risque liés aux données étaient déjà là, parce que c'est l'outil de gestion de ces institutions. Mais on n'en aurait certainement pas parlé pour le cinéma, pour d'autres grandes industries. Qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années, principalement? C'est la digitalisation accélérée de nos économies, de nos processus, de nos modes de vie, et on a créé les conditions du risque cyber. Alors, ça a démarré, moi, quand je regarde la rotation digitale qu'on a menée chez Accenture, qu'on résume sur l'acronyme de IMAX. Tout le monde a créé I comme interactive. On a créé des sites de développement commerciaux où on crée une interaction client. Bon, donc, data. Après, vous allez vers, une fois que vous avez créé ces sites, vous voulez collecter la donnée. Parce que je suis intéressé de savoir quelles sont vos préférences, quels sont vos comportements d'achat. Et aujourd'hui, on va sur les plateformes, on fait de l'IoT, on met des sensors. Qu'est-ce que ça veut dire? On multiplie le nombre d'informations. 3, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à fond vers les analytics. Une fois que j'ai vos informations, je développe des algorithmes. Parce que j'ai besoin de modéliser votre comportement. Donc, je crée des algorithmes ou des comportements par industrie, sur la fraude, etc. Je crée et je génère de la data. Après, on a trouvé le cloud. Alors, le cloud, c'est un lieu économique où je n'ai plus de limite au stockage et au traitement de la data. Si j'ai plus de limite au stockage et au traitement de la data, j'en mets encore plus. C'est-à-dire qu'on a créé un univers digital qui a créé un effet boule de neige dans la prolifération des data. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, évidemment, vous avez multiplié les points d'entrée de ce qu'on appelle aujourd'hui les bad guys. Donc voilà, vous avez multiplié ces points d'entrée, et bien évidemment, ils se ruent sur toutes ces portes qui se sont développées. Et qu'est-ce qu'on a vu ces 3 dernières années? Quand vous avez créé les portes, eh bien, vous avez une explosion de la cybercriminalité. Mais c'est un sujet, justement, quand vous... Alors, si on prend différents niveaux, est-ce que c'est un sujet aujourd'hui, l'un des sujets les plus importants dont vous parlez avec votre conseil d'administration, avec vos clients, grands chefs d'entreprise, avec les chefs d'État que vous rencontrez aussi, puisque là vous étiez récemment à Davos, et donc est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous parlez avec ces gens-là, et quelle est leur réaction? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils sont confiants? Comment... Alors, dans tout le digital, tant que vous n'avez pas compris les enjeux, ou tant que vous n'avez pas commencé à conceptualiser, à comprendre comment vous pouvez vous défendre, vous avez peur. C'est toujours pareil. Vous avez peur de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Que vous ne connaissez pas. Donc on en est là. Au début, il y a 5 ans, tout le monde là le sait parfaitement, quand on disait à nos clients, vous devriez mettre vos données dans le cloud, mais vous regardaient comme si vous étiez le diable. Mais comment? C'est quoi d'abord ce cloud? Je parle d'il y a 5 ans. Je ne parle pas d'il y a 20 ans. Mais je ne saurais pas où sont mes données, parce qu'en effet... et puis c'est forcément pas sûr, etc., etc. Donc vous aviez un cloud bashing, parce que personne n'avait fait vraiment l'effort.
C'est-à-dire, mais attendez, comment ça fonctionne? Quels sont les protocoles de sécurité? Est-ce que c'est vraiment aussi dangereux que ça? Aujourd'hui, vous travaillez avec les clients et le cloud est décidé par défaut. C'est-à-dire que c'est la première option qui est envisagée. Je mets dans le cloud, sauf, il y a 5 ans, je mets rien. Et on pensait même que, bon, si j'y vais, je me ferai un cloud privé. Ouh là là, le cloud public, qu'est-ce qui a explosé? Le cloud public. Alors, je pense que, évidemment, le choix d'Amazon par la CIA a été a eu, en tout cas aux États-Unis, mais partout dans le monde, une espèce de prise de conscience de comment la CIA peut utiliser Amazon. Et d'un coup, on s'est aperçu, alors je parle d'Amazon, ça aurait pu être Azure, que ces clouds publics avaient vraisemblablement des systèmes de défense bien plus pertinents que les systèmes dits on-premise qu'on avait chez chacun d'entre nous, parce que les entreprises qui sont derrière, vous parliez des géants, investissent énormément à des niveaux, mais qu'une entreprise traditionnelle, même nous individuellement, on est incapable d'approcher les investissements d'un Google, les investissements d'un Amazon, et pourtant on a des capacités considérables. Donc on a créé les portes. C'est comme si vous aviez fait un énorme, un énorme manoir, un château, 1000 portes. Et bien maintenant, vous avez des milliers de bad guys qui pensent qu'à ouvrir les portes et à rentrer pour prendre vos valeurs. Mais vos interlocuteurs se sentent, au-delà du cloud, qui est un exemple, et peut-être qu'on aura des questions tout à l'heure, parce que ça pose aussi la question des données personnelles et notamment de ce que peuvent faire les Européens. Alors, il n'est pas question d'opposer les Européens et les Américains, mais on sait que ça pose aussi des problèmes réglementaires. Oui. Vous sentez quand même que vos interlocuteurs, au plus haut niveau, aujourd'hui, sont totalement sensibilisés à ces sujets? Ils sont totalement... Est-ce qu'ils voient le risque financier? Parce qu'on a vu dans les exemples récents qu'il y a des entreprises, il y a même des entreprises dont les patrons ont été virés. Si on pense à Target, si on pense... il y a d'autres exemples. Ça touche assez vite les patrons quand ils sont virés. D'un coup, il y a une prise de conscience accélérée. Oui. Alors, plus aux États-Unis que dans d'autres pays du monde, peut-être? Oui, parce que les États-Unis ont de facto été plus attaqués tout de suite. Alors, si vous regardez les attaques, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une progression géométrique de l'attaque. Puis je parlerai un peu de Davos. Il y a une progression géographique de l'attaque, c'est-à-dire que vous en avez plus en nombre. Si on parle de failles, il y a une enquête qu'on a menée récemment, on est à plus de failles, ça veut dire qu'on a pu rentrer. Je ne parle pas des attaques, on a essayé de vous attaquer sans pouvoir rentrer. Je pense qu'on est à 135 par entreprise maintenant. Donc où on a trouvé une faille et on a pu rentrer dans votre système. Donc c'est déjà considérable. Ces attaques sont de plus en plus sophistiquées, c'est-à-dire qu'on les découvre de plus en plus tard. Avant, ça faisait une raid alerte et vous pouviez intervenir. 50% des attaques sont découvertes après plusieurs mois. Donc il y a eu le temps. Ces attaques prennent plus de temps à être réparées. C'est ce que l'on a vu. Avant, ce qui prenait quelques minutes ou heures a pu prendre, vous avez vu... avec WannaCry et NotPetya. Voilà, les attaques récentes, des jours et des jours. Ces attaques ont arrêté des entreprises. Avant, elles pouvaient causer un certain nombre de difficultés. Maintenant, et puis, dernièrement, et vous avez la tempête parfaite, l'impact en termes de réputation et de coût est de plus en plus important. Imaginez, je crois que c'est Equifax aux États-Unis qui a vu 50 millions de données, ces données sensibles dans la presse. Une entreprise comme celle-ci, combien de temps il faudra pour retrouver la confiance des clients. La confiance en disant, mais attendez, moi, mes données sensibles, elles sont demain dans la presse. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui se multiplient. Alors après, évidemment, les hackers deviennent de plus en plus sophistiqués, et on sait qu'aujourd'hui, certains bénéficient de soutien d'État. D'État voyous. Enfin, ils sont connus, ils sont nommés, ils sont plutôt à l'est qu'à l'ouest, ou en Asie, etc. Donc il y a des démarches de déstabilisation qui sont plus seulement de criminels, mais qui viennent d'États qui utilisent la criminalité à des fins de déstabilisation.
Donc tout ça est en train d'arriver, et comme tout ce qui arrive dans le digital, on le voit aujourd'hui, arrive avec des vagues, parce que l'intelligence artificielle, c'est rien de nouveau. Hein. L'intelligence artificielle, ça fait 25 ans que ça existe. D'ailleurs, la France a été un grand pays dans la conception de l'intelligence artificielle. Et puis, ça reste assez silencieux, puis d'un coup, vous avez une progression géométrique. On en est là avec la cybersécurité, qui va connaître dans les 10 ans qui viennent, c'est certainement le sujet digital qui va connaître le plus de croissance. J'en veux pour preuve qu'on a créé, nous, cette activité Accenture Accenture Security, donc nos 5e bébés digital, après Accenture Interactive, Accenture Mobility, Analytics, Cloud et Cybersecurity. Et ça a suivi ce processus exactement pour les raisons que je mentionnais, parce que le dernier était une manière de regrouper tous les autres, a connu une croissance de 70% l'an dernier pour atteindre 1,2 milliard de dollars. Donc on n'a jamais vu ça de mémoire de professionnels du service. Donc on parle, et je crois que les dépenses de cybersécurité vont friser les 80 milliards de dollars, et c'est que le début. Vous imaginez, dans quelques semaines, là, il faudra que toutes nos entreprises européennes soient compliant à la fameuse GDPR. Je rencontre encore des organisations qui se disent, mais attendez, GDPR, là, vous dites avril 2028, 2030, 2018. Donc, il y en a encore aujourd'hui parmi celles que vous... Alors moins, parce que... Oui, mais il y en a encore. Alors il y en a qui en effet... À 4 mois de l'échéance. À 4 mois de l'échéance, voilà. Alors, heureusement, il y a des entreprises sur le marché qui sont là pour les éclairer. Je n'en doute pas. Si jamais ils avaient oublié, hein, nous, c'est pour rendre service. Hein, c'est pas... On avait compris, mais enfin, vous n'êtes pas complètement philanthropique non plus comme entreprise. Oh. Oh. Alors, justement, vous m'aviez dit que vous parleriez de Davos. Ah oui. Alors, Davos, Davos, c'est toujours assez intéressant. Parce que nous, on n'y était pas. Hein. Enfin, il y avait peut-être certaines personnes qui y étaient, mais bon... Alors, vous savez... On n'a pas pu s'y rendre. Donc, l'objectif de Davos, c'est que des gens du business, des NGO, des gouvernements se rassemblent et approchent les plus grands problèmes de ce qu'on appelle le millénium. Hein. Donc, quels sont les plus grands enjeux? Donc c'est l'eau, la nourriture, le climat, c'est-à-dire les problèmes les plus fondamentaux pour la survie de notre société. Et qu'est-ce que l'ensemble de ces parties prenantes doivent faire pour que notre planète fasse face à des défis, notamment des défis démographiques, avec tout ce que cela représente. Le digital, sous l'impulsion de Klaus Schwab, qui dirige le forum de Davos, il a mis ça il y a 5 ans comme étant un sujet qui était plutôt vu par les gens de technologie. Alors il y avait un groupe qui s'appelle ICT, dont on est membre, fois qu'on était même le chairman, et il y avait une approche technique. 5 ans après, le digital est un sujet de société. C'est passé d'un problème technique. C'est quoi le cloud, comme je disais, c'est quoi? Ça doit être des trucs de techniciens. Donc, il faudra demander à nos CIO, ils vont nous régler ça. Ils n'avaient pas encore pris la visibilité board. Maintenant, vous allez à Davos, et non seulement c'est un problème, c'est des enjeux de technologie, bien évidemment, mais ce sont des enjeux de transformation des entreprises, ce sont des enjeux de création de nouveaux modèles de business, et puis, bien évidemment, c'est pour ça qu'on peut parler quand même d'une révolution, ce sont des enjeux de transformation de la société. C'est-à-dire que le digital est en train de transformer ma et notre vie. D'une manière, je pense que le client-serveur, on ne le sentait pas transhumaniste quand on l'a développé. En tout cas, ça ne sautait pas aux yeux. Hein. Maintenant, on est dans des frontières où ces technologies de la digitalisation nous emmènent justement dans des nouveaux espaces qu'on a encore du mal à aborder et qui créent autant d'excitation que d'inquiétude. Ça dépend des jours. Si vous avez des cyberattaques, vous êtes inquiet. En revanche, si demain, si je pouvais quand même avoir accès à vos données, je vais pouvoir vous soigner du cancer, vous direz, tiens, c'est peut-être pas... ça, c'est peut-être une bonne
une bonne approche. Si au lieu d'aller chez moi, j'utilise, on me livre à domicile, c'est quand même pas mal. En revanche, si toutes vos données se retrouvent dans la presse avec votre password, vos maladies et les détails de votre vie, voilà. Et donc, si ça améliore ce qu'on appelle, si ça augmente votre qualité de vie, tant mieux. Si ça vous change fondamentalement, alors là, tant pis. Donc c'est encore quelque chose de très anxiogène. D'accord, mais vous sentez que ça évolue quand même oui, dans les tous discussions, les mentalités. Les 150 de l'IBC, qui sont l'International Business Council, donc vous avez les 150 plus grandes entreprises du monde qui se réunissent. Il y a 2 sujets qu'on couvre. Dans les 2 sujets, il y en a un qui est récurrent, qui est la cybersécurité. Et comment tu fais, etc. On en parlera. On échange. Et puis les questions, évidemment, qu'on abordera. Régulation par régulation. Enfin là, vous tombez dans toutes les questions. Comment on approche les problèmes de sécurité? Comment on arrive à définir des protocoles? Est-ce qu'on pourra un jour définir des standards? Ça paraît extrêmement difficile, alors que c'était une approche qui existait il y a 30-40 ans. Voilà, allez, hop, on va créer une norme ISO. Voilà, maintenant, bonne chance avec une norme ISO pour battre les bad guys. Hein, ça, il faudra que ce soit un petit peu plus robuste que de l'ISO. Qu'on aime tant, mais un peu plus robuste. Il y a certains spécialistes de l'ISO qui apprécieront. Alors, non, mais ils le savent très bien. On travaille tous, d'ailleurs, la main dans la main. On est une famille unie. Alors, on a parlé d'une façon globale du cadre général. Maintenant, je voudrais qu'on parle de cybersécurité chez Accenture. Alors, j'ai fait ma petite enquête. Donc, on m'a dit qu'il y avait quand même... bon, vous l'avez rappelé, c'est un sujet qui vous tient à cœur, parce que même si vous n'êtes pas un expert, je trouve que vous en parlez très bien. Et on sent que vraiment, c'est un sujet sur lequel vous souhaitez investir. Surtout si je me fais attaquer, ils vont me faire partir. Donc, bien sûr. Oui, il y a ce risque-là aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place? Je crois que il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place. Alors, bien sûr, ça fait rêver. 400 000 collaborateurs, 36 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Bon, tous les représentants d'entreprises ne travaillent pas dans des entreprises aussi grosses que celle-ci. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même quelques bonnes pratiques que vous pouvez nous faire partager. Alors, Dieu les préserve. Hein. 430 000, il y en aurait 150, on serait aussi content. Hein. C'est pas, parce que c'est autant de portes d'entrée. Pour la criminalité. Donc plus vous avez d'employés dotés tous de leur smartphone, de leur laptop, plus vous multipliez les points d'entrée. Donc concernant la cybersécurité, c'est un énorme problème. Alors nous, je dirais qu'on a un peu appréhendé ce problème plus tôt que les autres parce qu'on a une entreprise dont le métier est la data. Donc on a une très grande activité. En gros, on fait 50% de consulting et on fait 50% de technologie et de process outsourcing. Bon, dans le consulting, il y a moins de data client, mais quand vous gérez des grands développements informatiques, vous avez bien évidemment des données, et notamment des données fournies par le client, pour que vous puissiez faire les tests, etc. Et quand vous gérez les opérations de grandes entreprises, on fait toute la comptabilité de British Petroleum, on fait toute la gestion des achats de Deutsche Bank, on fait toute la gestion des ressources humaines d'Unilever dans le monde. Vous imaginez le nombre de données qu'on a chez nous, qu'on gère de leur part. Donc on a assez vite créé des protocoles qu'on pourrait d'ailleurs rapprocher de GDPR. C'est-à-dire qu'on a été... et puis nous, on opère sur une base mondiale. Donc en fait, on n'attend pas de réglementation particulière, ni US, ni européenne. Les clients attendent de nous qu'on leur apporte la sécurité de leurs données, quel que soit le lieu où on opère. Donc on est presque obligé d'être en avance de phase sur ces sujets-là. Donc notre métier nous apportait à faire. Par ailleurs, bon, je dirais, on a 3 activités reliées à la cybersécurité. La première, c'est de protéger Accenture en tant qu'entreprise, comme n'importe lequel d'entre nous. Le deuxième, c'est de protéger, en effet, les données que les clients nous donnent en gestion. Et puis 3, on a un métier qui est Accenture Security. L'acquisition récente d'Arismore en France, par exemple, en est l'illustration, qui est qu'on fournit des prestations de services
à nos clients sur la cybersécurité. Donc, il vaut mieux connaître son sujet. Oui. Donc, le cordonnier n'est pas toujours le mieux chaussé. Oui, mais nous, en l'occurrence, si on est mal chaussé, on est face à un désastre industriel, à notre taille, à notre visibilité. Non, mais je vous titille. Non. Mais on est attaqué. Tous les jours, on fait l'objet d'attaques et on a certainement eu s'il y a 135 failles, il y a forcément des moments où même il y a eu des entrées. Parce que être attaqué et repousser l'attaque, ça va. Mais quand vous avez franchi un degré de sécurité, là, c'est déjà pas la même chose. Alors, on a fait plusieurs choses. Pour les résumer, sur le plan de la gouvernance, peut-être on peut démarrer par ça. Donc, tout ça, la visibilité du board. Donc, c'est sous la houlette du comité d'audit, donc qui est le comité le plus important de n'importe quelle entreprise cotée, c'est le comité d'audit, puisque c'est lui qui assure, pour le compte des actionnaires, l'intégrité comptable, mais l'intégrité des données, et la sécurité de l'entreprise. Et le président du comité d'audit le signe. Donc, le membre du conseil d'administration qui est président du comité d'audit, il est assez paranoïaque là-dessus, parce qu'il a un niveau d'engagement par rapport aux autres qui est beaucoup plus fort. On a tous les trimestres un reporting sécurité qui va au board, avec des tableaux de bord extrêmement complets qui vont mesurer notre niveau de risque et notre niveau de réponse. Est-ce qu'il a augmenté? Est-ce qu'il a diminué? Etc. Avec des benchmarks. Donc on fait ça par nous-mêmes. Et bien évidemment, on se fait aider par des tiers de confiance qui viennent vérifier tout ça. 2 fois par an, notre CISO, Chief Information and Security Officer, planche devant le board. Donc c'est lui qui y va. 4e, on a élevé le CISO, appelé comme ça, CISO, ça fait un peu bizarre, chez nous au plus haut rang en termes de statut. Ils vous écoutent tous parce que je sens que là, ça les fait rêver. Là d'un coup, il y a les notes, évidemment, demain je vais aller voir. Là, ça ne va pas être la même chose. Et, en plus, on est filmé, donc ils vont pouvoir montrer. Bien sûr, oui. Et puis pas publiquement, mais si vous voulez que je vous donne son salaire, je vous le donnerai autour d'un verre. Comme ça, vous aurez la photo complète. Ça va créer un peu de remue-ménage dans les états-majors. Mais chez nous, on l'a élevé au niveau de Senior Managing Director, qui est le plus haut niveau chez Accenture. Il reporte directement au COO. Donc il est sur une ligne à part. Donc il reporte au Chief Operating Officer. Donc il est placé très haut avec tous les pouvoirs de sécurité. Alors une fois qu'on a fait ça en termes de gouvernance, donc on a une gouvernance extrêmement forte. On lui a donné des moyens. Alors les moyens, si je regarde ce que l'on mobilise en termes de sécurité, de mémoire, on en a, Laurence, tu vas m'aider, 700. Donc on a 700 personnes qui travaillent dans la sécurité pour Accenture. Je ne parle pas de ceux qui travaillent pour les clients. Ça, c'est ceux qui travaillent pour Accenture. Donc ceux qui travaillent, je crois qu'il y en a 200 qui travaillent pour nous sur Accenture, et il y en a 500 qui travaillent sur les données que les clients nous donnent en gestion. Donc vous avez 700 personnes qui sont sous la houlette de notre d'Andy Vautier, qui est notre CISO. Et dans Accenture Security, incluant l'excellente acquisition d'Arismore, on a maintenant 6 000 praticiens de la sécurité. Donc ça fait 6 700 compétences qu'on a aujourd'hui chez Accenture pour couvrir Accenture, les clients d'Accenture et les activités de sécurité qu'on vend autour des clients. Ces 2 dernières années, ça a été l'investissement le plus important qu'on ait fait après les fameuses étapes interactives, connectivité, analytics, cloud. Maintenant, c'est tout pour la cybersécurité. 6700, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Alors, moi, j'ai encore plein de questions par rapport à ce qu'on s'était dit. Oui, mais en fait, je pense qu'eux, ils ont des questions aussi. Non, on est bien, là. On est bien, oui. Bon, on va continuer. J'ai quoi, encore un petit quart d'heure à peu près?
Ouais, un beau quart d'heure. Alors, on va continuer, puis on leur passera la parole si après. nos amis s'ennuient, ils peuvent partir. Hein. Non, Ça sera la meilleure preuve. Si j'en vois la moitié qui se lève, je pense que... Non, d'abord, ils s'ennuient. Je suis sûr qu'ils ne s'ennuient pas, et puis moi, je veux les garder. Parce que vous avez encore plein de choses intéressantes à nous dire. Alors, si on continue... J'ai tous les secrets, après. Là, j'ai fait que ce qui était public. Si on continue sur ce que vous faites en interne, je crois qu'il y a une phase... Bon, vous nous avez expliqué, vous avez fait rêver tout le monde sur les moyens du ciseau. Ce que vous faites en termes de sensibilisation, parce que je crois que là aussi, c'est assez exceptionnel. Alors, la sensibilisation, ça a démarré. Bon, alors j'imagine que vous l'avez tous fait chez vous. Il est arrivé notre ami Andy, farceur, bien évidemment, comme tous les gens de la sécurité, et il a lancé une demande, la demande classique, c'est le CIO. J'ai besoin de votre password tout de suite pour mener des opérations de maintenance signées le CIO, etc. Alors là, la discipline d'Accenture est sans faille. 100%, moi inclus. On a donné le password. Ça vous dit. Nous, on ne rigole pas avec la discipline. Ça, on nous demande quelque chose. Ça vient du CIO, on lui répond. Il l'a eu très vite. Bon, évidemment, on a un peu perdu la face quand il a expliqué ça au board, surtout moi. Voilà. Et ça a démarré un peu comme ça. Mais ça a créé le choc. L'électrochoc. Voilà, c'est un peu la boarding platform, si vous voulez. Ça crée une forme d'électrochoc. C'était 1935 à peu près, tu vois. Je ne parle pas de choses récentes. Mais bon, il y a à peu près 6 ans, quoi. Tu vois, c'est pas non plus... allez, 10 ans peut-être, maintenant. Quand il est arrivé, c'est la première chose qu'il ait faite, bien évidemment, pour montrer qu'il n'y avait pas de culture. Et nous, on a beaucoup travaillé sur deux approches. Alors, on travaille tous sur la compliance, parce que la compliance, c'est le côté réglementaire, qu'est-ce qu'il est obligatoire de faire. Le problème, c'est que la compliance ne vous amènera pas à la destination si vous ne créez pas une culture de la sécurité. Voilà. Donc nous, on a bien sûr travaillé sur on est compliant avec toutes les règles possibles, mais vous dites, on a 430 000 collaborateurs, vous imaginez ce qu'ils peuvent faire entre, tiens, j'ai pas attaché mon laptop, j'ai oublié ma clé USB, oui, tiens, j'ai dû emmener pour travailler à la maison. Enfin, vous les avez toutes, quoi. Donc, on a énormément travaillé là-dessus, sur la culture. Alors, ça a commencé par formation, jusqu'au plus haut niveau. Donc, tous les ans, on a une formation à la cybersécurité. Vous aussi. Qui est obligatoire. Vu ce qui m'était arrivé, si vous voulez, surtout moi. Donc, qui va jusqu'au plus haut niveau. Chez nous, quand les formations obligatoires ne sont pas réalisées dans l'année, votre évaluation est baissée d'un cran systématiquement, quelle que soit votre performance. Donc, ça motive relativement. Il y en a peut-être une dizaine qui relèvent de... ça ne vous surprendra pas de trouver anticorruption, enfin, toutes celles qui remettraient en cause la réputation et l'intégrité de l'entreprise. Donc, toutes celles-ci sont obligatoires. Et elles sont faites. Alors après, on s'est dit, bon, alors on a ça avec des formations virtuelles, bien évidemment, sur laptop. Alors après, on a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le Millennium? Parce que le Millennium, il ne lit pas, il n'écoute pas. Il n'a pas de code. Il ne parle pas. Pas les mêmes codes. C'est difficile, le Millennium. Donc, pour arriver, qu'est-ce qui l'intéresse, si vous voulez? Alors, on a trouvé ce qui l'intéresse, c'est les vidéos. Alors, c'est les vidéos. Mais alors, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que le Millennium, après 2 minutes 40, il ne regarde plus non plus. Donc, il n'écrit pas, il n'écoute pas, il ne lit pas, et il ne regarde plus. Alors, mais comment vous communiquez avec ces gens-là, quoi? Et donc, on a fait une série. Donc, on a un studio d'enregistrement, et on a fait une série télé, où vous avez un good guy et un bad guy. Des acteurs, on a fait une série, voilà, comme vous voyez à la télévision, Netflix, etc., par Accenture, et on a lancé ça. Alors, je dis ça parce que pour faire ça,
il faut que c'est vraiment de l'importance. Vous vous amusez pas à faire une série pour Netflix juste parce qu'on serait un peu frappé derrière la tête. Hein. Donc, c'était tellement important. Et après, c'est des choses qui, par les mots, sont difficiles à retranscrire, parce que c'est du comportement au quotidien. Et c'est beaucoup plus marquant quand vous avez deux acteurs, donc l'un joue le bad guy, qui va vous montrer qu'est-ce qu'il va faire. Alors vous pouvez l'écrire par A plus B, c'est nettement moins visuel. Donc on a beaucoup travaillé sur la formation. 3, on s'attaque en permanence. Donc on a des systèmes d'attaque-défense. Et donc, on simule des attaques, on reprend les attaques les plus réussies et on se les applique. On a une société qui s'appelle FusionX, qu'on a rachetée à Washington, qui est spécialisée dans la réplication des attaques les plus sophistiquées. Et donc, on s'attaque et on mesure notre système de défense. Donc, on a des vrais scénarios d'attaque et vous allez recevoir des mails « tu es attaqué » où on teste aussi nos protocoles. Parce que ça veut dire qu'on met en place chez nous ce qu'on appelle le Crisis Committee. Et tout ça, on ne le sait pas. Donc on est sur une véritable attaque. Le Crisis Committee se met en place et on va mesurer combien de temps ça nous a pris pour détecter. On va convoquer l'Audit Committee, etc., etc. Donc formation, beaucoup d'attaques-défense. Et puis après, ce que l'on fait tous, de la coopération avec les autres entreprises, de la coopération avec vous tous, hein, ceux qui fournissent des technologies. On a fait beaucoup d'acquisitions. On a créé 3 labs complètement consacrés à la cybersécurité, sans surprise, Washington, Tel Aviv, et le 3e à Dublin. Mais c'est vraiment Washington et Tel Aviv, parce que ce sont les 2 centres mondiaux d'expertise en termes de cybersécurité, puisqu'ils reçoivent des subsides directement de la défense. Hein. Donc vous êtes bon en cybersécurité si la défense vous alimente. Hein. Donc il faut une coopération très forte entre les acteurs privés et les acteurs de la défense. Est-ce qu'on a des messages différents selon qu'on s'adresse à des collaborateurs qui sont en Inde, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont en Afrique, ou est-ce que vous arrivez quand même à avoir une homogénéité dans la diffusion des messages et dans la sensibilisation? C'est très homogène. C'est-à-dire que nous, il y a des sujets... On fait un métier de retail en vendant du service, des prestations de services très locales. Dites-vous, il faut qu'on soit hyper local. Et puis vous avez ce qui n'est pas négociable. Et où là, vous devez être centralisé avec une discipline de fer. Donc nous, ça va relever de la marque. Par exemple, la marque Accenture, c'est une marque mondiale, il n'y a pas de sous-marque, etc. L'intégrité de la comptabilité. On doit sortir les résultats tous les trimestres, on est gap compliant. Là, il n'y a pas de localisation. Gestion des cadres dirigeants, qui est classique, pareil, c'est une gestion mondiale. Et la sécurité, piloté par notre Andy Vautier. Là, il n'y a pas de compromis locaux, d'autant plus que nous, on travaille pour des clients qui sont globaux. Donc les clients globaux, ils veulent un niveau de sécurité identique partout dans le monde, quel que soit le pays. Donc ça nous a forcé à travailler sur des protocoles de sécurité extrêmement avancés. Alors je vais vous poser une dernière question, puis là je vais laisser la parole à la salle ensuite. Si vous aviez un conseil, alors je pense que vous en avez fait rêver plus d'un dans cette salle par ce que vous mettez en place, par les moyens que vous donnez à votre CISO, que ça soit financier, on n'a pas parlé des investissements que vous faites en cybersécurité, mais on a compris qu'ils étaient conséquents. Quel conseil pourriez-vous donner aux personnes, aux RSSI qui sont dans cette salle, qui n'ont pas toujours les moyens, pas toujours les mêmes facilités que vous pouvez offrir, vous, à votre CISO, pour justement s'adresser à leur COMEX, à leur comité de direction, pour les aider dans cette sensibilisation au plus haut niveau? Je pense que le mot que vous venez de mentionner est le bon. Il y a un très gros travail d'éducation à faire. Donc voilà, on est passé par des années d'éducation, hein, ce que je mentionnais par rapport à quand on a démarré et maintenant le niveau que l'on a. Andy, il a été mis en place il y a quoi, 7 ans? Ça fait 7-8 ans. Alors, c'est vrai que parce que nous, on est très sensible à la donnée, son job a été positionné tout de suite très haut.
Et donc, il a pu faire ce travail d'éducation. C'est de trouver dans vos entreprises quel est le chemin de l'éducation. Et l'éducation, elle démarre par les dirigeants. Elle démarre par les dirigeants. Je pense qu'une fois qu'on leur a expliqué, en effet, qu'ils voient quelques chiffres sur l'intensité, le nombre, enfin la fréquence, l'intensité, les dommages, ça va être extrêmement important. J'imagine en Europe, notamment, que GDPR va être un élément catalyseur, comme l'ont été le passage à l'an 2000. D'un coup, les dirigeants étaient là. Le passage à l'an 2000 devenait un élément important. Donc je pense que GDPR, il faut arriver à communiquer que ce n'est pas un problème de compliance, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de culture de la sécurité. Il faut que chaque personne dans l'entreprise ait une culture chevillée au corps de la sécurité, que ça fait partie de notre environnement quotidien. Donc nous aujourd'hui, je pense qu'on a comme réflexe de changer régulièrement les passwords. Ça peut pas être l'entreprise, si vous voulez, qui fait tout à votre place. Il y a un moment, il faut que les collaborateurs se sentent concernés, parce que sinon c'est toujours un peu débilitant. On m'a pas demandé de changer mon password. Voilà, oui. Donc il faut créer cette culture, mais il faut trouver le sponsor. Le meilleur sponsor, honnêtement, c'est en effet CEO, COO. C'est les deux sponsors qu'il faut mettre dans la boucle. Et puis si vous arrivez un soir d'hiver où il y a peu de lumière dans les rues, à prendre un membre du board au comité d'audit et lui expliquer tout ça. Bon, alors, je dis ça, c'est vraiment en dernière extrémité. Mais lui dire, vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà ce qui est en train de se passer. Là, les choses vont beaucoup plus vite. Parce que chez nous, le facteur d'accélérateur a été bien sûr l'implication du board et du comité d'audit, parce qu'ils nous demandent à tous les boards. Notre board se tenait cette semaine. Où on en est au niveau de sécurité. Il y a eu combien d'attaques? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, on voit toutes les attaques. Je pense qu'il n'y a plus de comité de direction qui peuvent dire mais c'est quoi ce truc de sécurité? Oui. C'est une affaire de firewall, vous mettez ça dans vos systèmes et la maison sera bien tenue. Je pense qu'on a dû passer ça. Mais il faut trouver les relais et il faut arriver à faire très peur. Enfin, c'est un peu... c'est peut-être un peu brutal, mais quand on est dans la cybersécurité, on est quand même dans des choses où, oui, il faut avoir peur. Oui, il faut être paranoïaque. Moi, c'est ce que je dis chez nous. Hein. Il faut être tous les jours paranoïaque. Alors, pas fou, mais se dire, il y a quelqu'un, quelque part, qui est en train de préparer une attaque contre moi. Voilà, c'est contre moi, c'est ce qu'il a décidé. Et ça va venir. Je pense que si vous n'avez pas cette mentalité-là d'être paranoïaque, vous ouvrez à de grandes désillusions. Et quand arrive, on a vu les problèmes, par exemple ici, de rançon ou de systèmes qui sont mis en place. Alors, croyez-moi que les boards et les CEO, alors là, ils sont passés à DEFCON 5. Immédiatement. Oui, je crois que... parce qu'on a tous vu ça, et là, ça s'est passé en 2 minutes. Je voulais dire 2 choses avant que vous puissiez poser les questions. Pierre sera avec nous pour le cocktail et continuera bien évidemment à répondre à toutes vos questions. J'ai fait en sorte de le soudoyer pour qu'il reste avec le comité d'audit. Donc ça, c'était la première précision. Je vais ouvrir le banc de questions. J'ai 2 questions, Pierre. Ouais. Quand Accenture définit un investissement, il a une préférence sur les individus, sur les technologies, sur l'esprit, ou sur tout ça plus autre chose? Première question. Aujourd'hui, quand on définit un investissement, le volet sécurité est présent dans tous les investissements qu'on fait. C'est devenu aujourd'hui... Je vais prendre un exemple. Par exemple, on a ce qu'on appelle chez nous le Capital Committee, c'est-à-dire que tous les grands projets qu'on fait pour les clients vont passer dans un comité d'investissement. Mais c'est vrai aussi pour les acquisitions. Et c'est vrai pour nos investissements, autres investissements. On a introduit
dans la checklist, aujourd'hui, un volet très important de sécurité. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'on ne pouvait pas mettre la sécurité à côté. J'enfonce une porte ouverte. Mais ce n'est pas à côté, ce n'est pas autre chose. C'est dedans. Sinon, vous êtes dans une vue de la sécurité comme étant compliant. Il faut être certifié. Si vous êtes certifié, ça marchera. Donc nous, on a amené la sécurité dans tout ce que l'on fait au quotidien. On va regarder ça. Quand on fait une acquisition, il y a un volet sécurité dans l'acquisition. Donc maintenant, ça devient... c'est au même niveau que le business case. C'est-à-dire que vous allez regarder, est-ce qu'il y a un business case, est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a des talents uniques et différenciants, et est-ce qu'il y a ce que je mettrais dans, globalement, une intégrité de fonctionnement de l'entreprise. Et dans cette intégrité, vous avez la sécurité. Deuxième et dernière question en ce qui me concerne. On a vu une annonce entre Cisco, Apple, Allianz sur la cyberassurance. Oui. Je suppose que ça fait partie des réflexions d'Accenture. Oui. Tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors, d'abord, c'est très intéressant ce qui s'est passé, parce que, bon, là, on voit que des acteurs tout à fait majeurs, dans une industrie sensible, sont prêts à mettre des moyens tout à fait considérables dans des systèmes d'alliance. Alors, je pense que ça relève plus d'un premier point, qui est aucun d'entre nous seuls ne peut régler le problème de sécurité. Ça, on en est absolument convaincu. Donc, niveau 1, en tout cas pour nous, vous êtes obligés de collaborer avec vos clients. Donc, dans tous nos contrats, il y a un volet sécurité. Niveau 2, vous êtes obligés de collaborer avec vos partenaires, collègues et compétiteurs. Mais c'est le « Ah, bah, tu as été attaqué ». Enfin, je pense que c'est ce que vous faites quand vous réunissez discrètement. Bon, comment tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ce n'est plus suffisant non plus. Après, il est nécessaire de collaborer de plus en plus avec les États, en Europe, aux États-Unis, pour, d'abord, pour dire comment vous allez faire face aux États voyous, parce que ça, c'est pas une entreprise privée qui va aller attaquer la Corée du Nord. Hein, donc, il y a des systèmes à mettre en place avec les gouvernements de protection et de protection contre la cybercriminalité. Donc, on voit beaucoup de coopération se mettre en place. Comment on les structure, comment on les institutionnalise sans que ça devienne trop institutionnel et trop réglementé. Donc, il y a toujours cette balance extrêmement délicate, ceux qui disent bon, bah, il faut aller vers des certifications, puis le temps que vous ayez la certification et que vous soyez mis d'accord, vous avez eu des centaines d'attaques au milieu et c'est déjà dépassé. Mais je trouve très intéressant que des acteurs comme ceux-ci mettent en commun leurs moyens, parce que de toute façon, ils vont être interpellés. Vous avez vu que Apple a annoncé qu'il allait mettre en place un service de données sensibles personnelles dans le cloud, pour ceux qui utiliseraient les technologies Apple. Je pense qu'on y va. Alors, je vais prendre l'exemple de la santé, mais celui de l'assurance n'est pas très loin. Aujourd'hui, si on veut progresser dans le domaine de la santé, parce qu'on travaille beaucoup sur ce sujet-là, et, bon, ici, on se rappelle tous des initiatives du dossier médical, etc. Voilà. Pour qu'on ait tous une capacité à mieux guérir, il faut qu'on puisse stocker quelque part nos données depuis notre naissance, puis la donnée de nos enfants, etc., depuis la naissance. Parce que toutes ces données ne sont pas gardées, etc. Donc il faut que vous ayez en effet un cloud personnel où vous allez stocker toutes vos données. Vous passez un examen de routine, un check-up, ça doit aller dans votre cloud privé. Aujourd'hui, ça va nulle part, etc., etc. Bon, Apple va un peu vers ce terrain-là en disant vous pourrez stocker vos données les plus sensibles dans votre cloud à vous.
Donc là, ça devient, on va à l'hyper-personnalisation du cloud. Vous imaginez que le niveau de sécurité qu'il faut garantir et mettre derrière doit être maximum pour que les gens jouent le jeu. Mais si les gens jouent le jeu, vous créez une révolution dans le monde de la santé et dans le monde des soins, qui me paraît totalement nécessaire. Donc je trouve très bien que ces acteurs, qu'on a un peu critiqués sur leur côté un peu mercantile versus sécurité, aujourd'hui embrassent ce débat parce qu'il est... il est incontournable si on veut que le digital ne soit pas fragmenté, si on ne veut pas que le net devienne aussi fragmenté par pays. Le risque, sinon, c'est des réglementations par pays. Bon, les gens voient qu'en Europe, vous avez 28 réglementations sur les data. Donc, et puis, qu'est-ce qui va se passer entre les US et l'Europe? Et quand on dit Europe, quelle Europe? Oui, sans la Russie. Les 28, les standards, etc. Oui. Nous, quand on opère en Europe, on opère avec 28 réglementations sur les données. Aux États-Unis, au moins, on en a une. On parlait de pourquoi les États-Unis et pourquoi pas l'Europe. Voilà. Donc, je crois que la prise de conscience, et on l'a vu à Davos, elle est là. Ce qui devrait donner à nos amis CISO une plateforme comme on n'en a jamais vu. Merci. À vous, messieurs, dames. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions? Il n'y a pas de questions? C'est pas possible. Ah si, il y a une main qui se lève. Je crois qu'on a un micro pour... On devait avoir un micro pour... Attends. Oui, il arrive. J'avais une question pour le manager que vous êtes, puisque vous m'avez impressionné tout à l'heure. Vous avez mené une transformation en 1 an complète d'Accenture, en 1 an. Alors on sait que lorsqu'on mène une transformation, 50% sont des gens, des agents sont rétifs à cette transformation. Comment vous avez fait pour convaincre ces personnes, ou qu'est-ce que vous avez fait de ceux qui étaient les perdants de cette transformation au sein d'Accenture? Alors, oui. Alors, nous, on bénéficie de beaucoup d'atouts pour le faire. Hein. Je vais être quand même très, très clair. On s'appuie sur une population qui est extrêmement jeune et qui a un taux de renouvellement extrêmement rapide. Donc, voilà. Bon, alors, je ne dirais pas qu'on n'a pas notre frozen middle, qu'on n'a pas... des couches intermédiaires qui, n'est-ce pas Eric, hein, qui continuent de résister et de se battre pour... voilà. Je ne dirais pas non plus que les principales résistances ne sont pas chez les collaborateurs, mais sont chez les dirigeants. Voilà. Donc, c'est aussi la même chose chez nous. Bon, alors, il y a plusieurs choses qui sont du plus inspirant au plus, j'allais dire, au moins démocratique. Quoi, voilà. Donc, vous commencez par l'inspirant. L'aspirant, et on a beaucoup travaillé là-dessus, c'est quand même... Ouais. Alors, je sais que le mot maintenant est galvaudé, le fameux purpose. Il faut donner du sens, etc. Il reste fondamentalement vrai. Si vous ne donnez pas de sens à votre action... On ne vous suivra pas. On ne vous suivra pas, tout simplement parce qu'on ne va pas comprendre. Les gens, ils sont pas idiots du tout. Ils ne sont pas contre la transformation. Ils veulent juste comprendre pourquoi on l'a fait et surtout, pour aller où. Pourquoi on s'engage dans un truc comme ça? Même moi, je ne me réveille pas le matin en disant tiens, ce serait bien qu'on change tout. Je dis bon. Donc, c'est inspirant. C'est voilà où on est. Et bien, ce que l'on veut dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, voilà la direction. Et si on va là, il y a tout un tas d'avantages, il y a tout un tas de bénéfices. Et il y a tout un tas de succès pour tout le monde. Donc on a beaucoup travaillé pour donner du sens. Le sens, évidemment, si vous dites si on fait tout ça, on va pouvoir améliorer nos marges. Oui, alors là, c'est sûr que là, vous êtes dans l'inspiration la plus totale. Ou ça nous permettra de mieux servir les clients. Bon, alors là, dans le bateau, vous êtes... Là, vous avez sorti les rames. Hein, oui, ou de réduire les effectifs aussi. Oui, alors là vous êtes carrément dans le contresens. Donc voilà, il faut donner un petit peu plus de souffle à tout ça et donner une direction. Après, ce qui est important, et nous ce qu'on a fait, c'est de dire, une fois qu'on l'a décidé,
le bateau ne fait plus demi-tour. Voilà, c'est un peu l'idée du... le train a quitté la gare et il ne s'arrête plus. Voilà, il va directement à l'arrivée. Donc je pense que... Alors pour ça, comment vous faites ça? 3, il faut un alignement parfait des dirigeants au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait un seul qui émette le moindre doute. 4, qu'est-ce que vous faites si un émet le moindre doute? Alors là, c'est là où la démocratie est restrictive. Voilà. C'est là où, j'allais dire, de nouveau pour vous dire, les hommes d'action prennent le pas. Hein. Donc voilà, vous ne pouvez pas transiger avec des dirigeants qui ne sont pas avec vous dans le projet de transformation. Voilà. Donc c'est assez simple. Hein, voilà. Et en l'occurrence, si c'est moi ou eux, c'est plus simple, hein, parce que moi je sais qu'il va rester. Hein. Donc voilà. Non mais c'est ça. Alors après, nous on bénéficie de beaucoup de rotation de nos consultants, donc on n'a pas de barrière. La seule chose que demandent les plus jeunes, notamment les milléniaux, c'est faites-moi rêver un peu. Vous m'emmenez où? Allez, emmenez-moi à un endroit où j'ai envie d'aller, qui est exaltant, etc., etc. Et ça passe pas par des métriques, des chiffres, etc. Ça viendra après. Mais c'est qu'est-ce qu'on souhaite faire de l'entreprise? Nous, voilà, notre purpose, alors mais c'est to improve the way the world works and lives. Voilà, on veut améliorer assez fondamentalement la manière dont le monde dans lequel on opère travaille. Bon, ça c'est assez classique quand vous êtes des consultants, hein, vous améliorez la productivité et vit. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, en effet, par ces technologies digitales, vous pouvez changer la vie des gens. La vie des gens, pas seulement leur manière de travailler. Ça, c'était l'ère productiviste qui nous a amenés à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un impact plus fort sur la vie des gens. Là, on parlait d'automobile avec quelqu'un qui était ici. Aujourd'hui, l'automobile va être autonome, ce qui pose des questions d'ailleurs intéressantes en la matière. Autonome et électrique, eh bien, je pense que dans ces nouveaux véhicules, on va pouvoir changer la vie des gens. C'est pas leur manière de travailler, c'est leur manière de... Vous allez redonner de la mobilité à des gens qui n'en avaient plus. Absolument. C'est quand même un truc, bon, qui fait un peu plus rêver que la grosse margin, Jean-Paul. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question, une dernière question? Alors, est-ce que on peut avoir le micro? Ah, 2 questions. Aujourd'hui, il est inenvisageable d'être un dirigeant d'entreprise si on ne comprend pas la technologie, ne serait-ce que pour définir la stratégie de son entreprise. Tous les dirigeants d'entreprise n'ont pas été formés chez Accenture. Toi, tu as la chance de parcourir le monde, de rencontrer des comités de direction, des conseils d'administration. Comment tu juges le niveau de maturité des Français, comité de direction, conseil d'administration, par rapport à ces sujets d'évolution digitale et de sécurité? Il y a quelques entreprises françaises qui ont mis en place des comités digitaux dans les conseils d'administration, c'est encore très rare. Comment tu vois ça en comparaison avec les autres pays? Alors, je pense que je vais être constructif, surtout si c'est parmi les dernières questions, parce que sinon... non, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès. Récents. Très récents. Je pense qu'il y a eu des prises de conscience fortes récemment, parce que pour que les prises de conscience se fassent, souvent, il faut qu'il y ait un alignement de planètes ou une espèce de coalition d'éléments qui bombardent, c'est comme les neutrons qui bombardent les comités. Au bout d'un moment... ils finissent par comprendre, quoi. Bon, tous, je dirais il y a 7 ans, bon, la techno était un problème de technologue, était un problème de CIO. Je pense que la révolution digitale, même si elle n'était pas vraiment comprise sur qu'est-ce qu'elle recouvre, a changé la donne. Pourquoi? Parce qu'on a vu des grosses entreprises mourir. Alors ça, pour un dirigeant, pareil, perdre son job ou voir son entreprise mourir, c'est pas des trucs qui vous rendent populaire dans votre industrie. Hein. Donc, on a vu des choses se passer qu'on n'avait jamais vues.
qu'on n'avait jamais vu. Bon, je ne citerai pas des noms, mais en effet, si on prend les entreprises du SP500 en 2000 et maintenant, on voit bien que la liste n'est pas du tout la même. Donc, ah oui, je pense que ce qui a fait le changement, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants ont compris que la technologie, c'était un élément pour changer le business model. Et c'est ça. Avant, c'était perçu comme une amélioration des process, une amélioration technique. Je vais gagner en productivité. Oui, votre cloud, d'accord, j'ai compris que si je mets ça, je paye en variable et ça me coûte moins cher à l'unité. Bon, c'est un truc d'infrastructure. Vous voyez, mon patron des infrastructures. Maintenant, ils ont compris que la combinatoire de interactive, mobility, IoT, analytics, machine learning, artificial intelligence, même blockchain, ça permettait de créer des nouveaux business models. C'est le cas dans la banque. On voit l'explosion des banques digitales mobiles natives. Ça y est. Et maintenant, c'est parti. C'est-à-dire que par moment, il y en avait une, donc voilà, et puis d'un coup, ça part. On a vu qu'on pouvait créer des business mondiaux à partir d'un pays. Je ne parle pas seulement d'un gage, mais qu'on pouvait créer des business mondiaux. Je pense que l'effet psychologique de l'ubérisation, qui est devenu un mot usuel, a totalement changé la perception des dirigeants avec cette idée de « je peux me faire ubériser ». En gros, c'est que je peux me faire désintermédier. C'était ça l'idée derrière l'ubérisation. Donc je pense que les dirigeants maintenant ont compris que ce n'était plus un problème de technologie, mais que c'était des technologies qui pouvaient changer les fondamentaux de leur métier. Alors après, ils sont tous allés dans la Silicon Valley. Hein, donc après, vous avez les classiques. Hein, donc qu'est-ce que je fais? J'emmène tout le monde dans la vallée. Bon, la première fois, je ne comprends pas très bien, alors j'y retourne. Hein, puis là, ça va mieux. Et après, les choses apparaissent plus claires. On voit les compétiteurs bouger, parce que dans toutes les industries, il y a le pionnier, et puis il y a ceux qui sont les fast followers. Dire, oulala, mais un tel est en train de prendre des parts. Puis après, vous avez quand même un Google qui fait un partenariat avec Walmart, Amazon qui rachète Whole Foods. Je pense que ça a eu un impact direct sur le plan qui nous a été présenté chez Carrefour par Alexandre Bompard. Et je crois que maintenant, ça y est. Alors, il y a des industries qui ont été plus impactées par d'autres. Je pense que ce qu'on appelle le B2C est allé plus vite. La banque, l'assurance, le retail, les télécoms. Ah, on a vu qu'on pouvait maintenant acheter ces prestations télécom par Internet et qu'on n'avait plus besoin de boutique. C'est Free qui a mis le pavé dans la mare. Et puis ceux qui étaient dans le B2B, c'est-à-dire ça, en gros, le digital, c'est un website. Hein. Il y a des clients, puis ils vont sur un website. D'ailleurs, j'en ai un, je vais vous le montrer. Regardez, j'ai un website, donc moi, je suis digital. Hein. Rien à dire. Et puis après, ils ont commencé à voir que c'était dans le B2B qu'on avait la 3D, qu'on avait l'Internet des objets, qu'on avait des sensors, qu'on pouvait faire de la maintenance prédictive, qu'on allait sur des réalités augmentées. C'est-à-dire que je pouvais aujourd'hui digitaliser une plateforme pétrolière. Là, quand vous en êtes là, vous commencez à dire « ouh là 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 ». C'est tout le monde de partout. Donc je crois qu'on arrive à ce moment de cristallisation qui est toujours le classique dans le changement. D'abord, vous êtes dans le déni. Donc c'est de la techno, c'est pas moi, ah bon, c'est les Américains, c'est leur truc. Bon, moi je sais pas, bon alors moi c'est pas le truc. Ensuite, vous commencez à être dans l'acceptation, mais vous n'avez toujours pas compris. Donc vous vous renseignez. Et puis après, vous avez, alors ce que j'aime beaucoup, c'est la prolifération des POC. Alors, les proof of concept. Alors là, la prolifération du POC, ça c'est un truc canon. Hein. Donc vous en mettez de partout. Alors on va faire des POC. Hein, t'as des POC? Ouais, moi j'ai des POC aussi chez moi. Et t'es content? Ben non, mais, mais j'en ai. Hein, on en a de partout d'ailleurs. Alors nous, on a des POC. Hein, c'est bien. Alors, parce que le digital, il paraît que c'est pas cher et que ça peut rapporter gros si tu fais des POC. Et puis il faut qu'il soit en mode agile. T'es agile? Ah, voilà. Alors, j'ai jamais été plus agile de ma vie. Bon. Et puis évidemment, vous faites des POC pendant un an, vous n'avez aucun résultat.
parce qu'évidemment, rien n'est industrialisé. Alors après, vous avez deux types de dirigeants. Ceux qui disent, bon, alors là, j'avais bien compris, français souvent d'ailleurs, alors moi, on ne me la fait pas. Hein. Alors là, moi, on ne m'aura pas avec cette affaire. J'ai fait l'époque, la visite dans la vallée, tout le truc, et j'ai pas vu $1. Donc, moi, je suis pas idiot, hein, je vais faire comme avant. Voilà. Et puis, vous avez ceux qui disent, bon, évidemment, j'ai sous-investi, j'ai rien industrialisé, et j'ai pas été super créatif, j'ai fait beaucoup de copies. Peut-être que le moment est venu de gérer le digital comme un processus industriel, avec des CDO, avec des digital hubs, factory, peu importe comment on les appelle, qui fabriquent des solutions digitales pour le compte de l'entreprise, etc., etc. Et là, bon, on voit que ça fera une grosse différence entre les gagnants et les perdants. Mais le POC a été le truc un peu... ça n'a pas servi le digital, le POC. Hein. Alors, on va... Je sais qu'il y avait encore une autre question. Bonsoir. Bonsoir. Donc ma question, c'est sur la partie sécurité. Je vous cite, 6500 personnes, c'est beaucoup. Donc 6500 personnes chez Accenture pour gérer la sécurité interne et externe. Alors ma question, c'est est-ce qu'il y a une vraie corrélation entre le nombre de personnes et le niveau de sécurité? Sachant qu'aujourd'hui, beaucoup d'attaques qui ont été faites ont été menées sur de la compromission des personnes de l'entreprise. Donc. Ah oui, là, il est le temps de prendre un verre, parce que ces questions deviennent intrusives. Et c'est une vraie bonne question. En effet, beaucoup d'attaques sont liées à une complicité à l'intérieur de l'entreprise. Donc, d'abord, c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'avoir une culture de la sécurité très développée. Il est très important de détecter les bad guys de l'intérieur. C'est là où c'est intéressant d'avoir en effet des coopérations entreprises et agences, de renforcer les systèmes de tracking de nos propres employés et de les automatiser, notamment avec des plateformes très automatisées. Nos amis d'Arismore ont une excellente plateforme en la matière. Voilà, je dis ça pour Eric parce qu'il m'a dit, bon, t'as oublié là, Pierre, il me fait des signes depuis 10 minutes. Elle s'appelle comment, cette plateforme? Hein? Memority, super plateforme, bon prix. Si vous signez avec Eric ce soir, vous avez une boisson gratuite. Donc, c'est vous dire, hein. Moi, j'hésiterai pas. Mais d'industrialiser les systèmes d'identification des collaborateurs et leur comportement pour détecter au plus vite les comportements déviants à l'intérieur de l'entreprise. Maintenant, bon, on en a 200 plus 500. Alors, je mets à part les 5000 qu'on a et qui font notre métier vis-à-vis des clients. Ceux-là, ça me semble être le bon... J'espère bien qu'on va passer de 5 à 10 000. Hein. Donc là, je pense qu'Eric envisage de doubler son chiffre d'affaires dans les 6 mois, donc on n'est pas inquiet. Avec la pub que vous lui avez faite. Ah bah là avec... alors là... il va s'asseoir et puis avoir les listes de contrats, vous voyez, il va les signer. Mais en interne, oui, on en a 700. D'un autre côté, on opère dans 120 pays. On a un nombre de contrats extrêmement important. Donc on a un point de déploiement global de nos moyens de sécurité qui sont extrêmement importants. Donc j'imagine que si Andy a dit 700, on fait confiance à Andy. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein, moi, je ferai confiance à Andy tant qu'il nous protège. Donc lui, il a de la chance. Hein, il peut demander tout ce qu'il veut parce que chaque fois, il me dit, bon, bah Pierre, si tu n'es pas prêt à investir, tu es prêt à prendre le risque. Oui, c'est quand même des discussions, je trouve, un peu limite avec les SASO. Moi, bon, que j'aime bien, mais je les trouve un peu quand même... tu fais comme tu veux, mais c'est toi qui l'expliqueras au board. Ah, je dis, bon, bah, alors on me dit... si tu le prends sur ce ton, il te faut combien? Très bien, je crois que ça sera le mot de la fin. Je vous remercie, on applaudit.